Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur une histoire qui est horrible. C'est une affaire très célèbre qui pourtant n'a pas été énormément discutée sur les réseaux dont sur YouTube. C'est pour ça que nous allons la reprendre. Cette vidéo est une des 2 vidéos longues du mois, donc c'est pour ça qu'on vous prévient d'avance que le tournage va se faire en 2 jours, donc on va garder les mêmes tenues, mais il se peut qu'il y ait des bugs de cadrage, des bugs de cheveux ou quoi que ce soit, tout ceci est normal. Nous allons revenir sur l'affaire Fritzl, qui est une affaire de séquestration, de viol et d'inceste, donc si jamais vous êtes sensible par rapport à ça, vous êtes au courant. Cette affaire est survenue quelques temps après celle de Natascha Kampusch et ça a été un nouveau drame pour l'Autriche. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Natascha Kampusch, donc si jamais vous voulez la voir, elle est dans le petit i, et on vous laisse vous abonner juste en dessous si c'est toujours pas fait, et c'est parti pour cette affaire. Le 9 avril 1935, Joseph Fritzl naît à Amstetten, en Autriche. Sa mère, Maria, était une femme qui était catholique, stricte et très dominante envers le père de Joseph, qui s'appelait également Joseph. Sa mère était une femme qui était très violente, autant sur le plan physique que psychologique, notamment envers le petit Joseph. Cependant, Joseph, lui, admirait sa mère, et il avait même des fantasmes où il désirait avoir des relations sexuelles avec sa mère. Son père, lui, va quitter la famille au bout de 4 ans et va mourir en 1944 dans l'armée allemande. Et pour rappel, à ce moment-là, c'était la Seconde Guerre mondiale. Sa famille était relativement pauvre, et encore une fois, puisque c'était la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont vécu 2 guerres mondiales, forcément, à ce moment-là, surtout en Autriche, les vivres n'étaient pas abondantes. Joseph, en grandissant, deviendra ingénieur électricien et il aura plusieurs boulots dans sa carrière. Il gagnait relativement bien sa vie et aimait le dépenser dans de beaux vêtements ainsi que pour faire des voyages, et il a investi énormément d'argent, notamment dans des restaurants, dans l'immobilier, afin de faire gonfler son capital. Mais c'était aussi un garçon qui avait des penchants assez spéciaux et qui aimait aller dans des lieux publics, dans des forêts ou des parcs, et se montrer nu et se masturber également quand il voyait des femmes qui passaient. À l'âge de 21 ans, il va rencontrer celle qui deviendra sa femme ainsi que la mère de ses enfants, Rosemary, qui elle est âgée de 17 ans. D'un tempérament manipulateur, Rosemary est pour lui une proie facile puisqu'elle est de 4 ans sa cadette et qu'en plus elle avait peu d'éducation. En 1956, ils vont se marier et lors de cette union, ils auront 7 enfants, dont 2 fils et 5 filles. Leur premier enfant va naître au bout de 2 ans de mariage. À la vue du monde, c'est une belle et grande famille qui est relativement aisée, les enfants écoutent bien et ils ont l'air d'être heureux tous ensemble, mais ça c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. En 1960, Joseph va être condamné pour pyromanie ainsi que attentat à la pudeur. Le 9 avril 1966 va naître Elisabeth Fritzl, qui va être un petit peu le personnage principal de cette vidéo. Elisabeth sera la préférée des enfants de Joseph, d'autant plus qu'elle ressemble à la mère de Joseph qui était Maria, et dont rappelez-vous qu'on a dit qu'il avait en quelque sorte des vues sur elle et qu'il fantasmait beaucoup sur elle. Mais malgré ça, Joseph était quelqu'un de très strict et envers sa femme et ses enfants, et il faut savoir qu'il les punissait en les battant s'ils n'écoutaient pas ou n'obéissaient pas aux règles de la maison que lui avait imposées. En octobre 1967, Joseph Fritzl va rentrer par effraction dans une maison. Il va violer une jeune femme de 24 ans et va se faire arrêter 3 semaines plus tard, toujours en 1967, du coup c'était à peu près en novembre, et il va être condamné à 18 mois de prison. La sœur de Rosemary, Christine, déclarera à des journaux « Quand j'avais 16 ans, il a été incarcéré pour viol et je trouvais ce délit répugnant, d'autant qu'il ait déjà 4 enfants avec ma sœur. » Cette même sœur expliquera que elle et d'autres proches de Rosemary lui ont dit plein de fois qu'il fallait qu'elle parte de cette relation et qu'elle devrait quitter Joseph suite à ce viol. Cette sœur va aussi décrire Rosemary comme quelqu'un de dominé et totalement tout le temps rabaissé publiquement par Joseph, mais Rosemary est une très bonne épouse car elle va rester avec lui malgré tout ça et malgré ce qu'on peut dire sur lui et que ses proches la poussent à le quitter. Et évidemment, quand on dit que c'est une très bonne épouse, c'est assez ironique, on ne vante pas du tout les femmes qui restent avec les maris, qui les battent et qui violent d'autres femmes. Et je pense que Rosemary avait surtout le syndrome de la femme battue. En 1970, alors que Joseph est propriétaire d'un restaurant sur le lac de Montsy, il va être accusé d'y avoir mis le feu volontairement afin de toucher l'argent des assurances
parce que comme il vous l'a dit, il investissait beaucoup dans l'immobilier, les restaurants, tout ça, et il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il mettait des incendies dans les restaurants par exemple pour pouvoir toucher l'argent des assurances. En 1971, Joseph va déménager dans la maison de sa mère et dira au voisinage que sa mère est morte. Malheureusement, ce n'est pas vrai, et je dis bien malheureusement parce que finalement, elle sera séquestrée donc par son propre fils, et lui, il mettra des... En fait, il va barricader les fenêtres afin qu'on ne voit pas l'intérieur et donc qu'on ne sache pas que sa mère, elle est là. Je crois qu'il avait mis des briques. Oui. Je suis pas sûr. Donc malheureusement pour elle, elle y restera jusqu'à la fin de ses jours en 1980 et de ce moment-là jusqu'à sa mort, elle ne verra plus la lumière du jour. En revenant à Elizabeth, c'est en 1977, lorsqu'elle est âgée de 11 ans, qu'elle va se faire violer pour la première fois par son père, Joseph, et ce ne sera que le début d'une longue série de viols puisqu'il la violera dès qu'il en aura l'occasion. Et c'est en 1978, donc un an plus tard, que Joseph va pouvoir commencer à mettre son plan à exécution. En fait, il va demander un permis de construire pour un abri anti-atomique pour pouvoir programmer la prochaine séquestration de sa fille. Elisabeth avait donc 12 ans à ce moment et il faut savoir que des démarches pour des demandes d'abri et de bunkers, etc., c'était totalement normal à cette époque étant donné qu'ils étaient en période de guerre froide. Cet abri anti-atomique qu'on appellera par la suite la cave faisait 60 mètres carrés et avait une hauteur de 1,70 m. Cette cave comprenait une douche, des WC, des lits, un lave-linge, une télévision et aussi une armoire à pharmacie. Il y avait également une petite kitchenette à l'intérieur pour qu'Elisabeth puisse se nourrir. Cette cave était tellement sécurisée par Joseph que pour accéder à Elisabeth, il fallait passer par pas moins de 8 portes, donc c'était vraiment un casse-tête gigantesque pour pouvoir la retrouver et accéder à elle et savoir ce qui se passait sous la maison. Avec le temps, Elisabeth Fritzl devenait de plus en plus grande et de plus en plus belle par la même occasion, et son père, lui, devenait donc de plus en plus possessif envers elle. Lui était donc très contrôlant envers sa propre fille, il refusait qu'elle se maquille, qu'elle se fasse belle, qu'elle voie d'autres garçons, qu'elle sorte, qu'elle s'amuse, en bref, qu'elle vive sa vie d'adolescente. Et en plus de tout ça, Elisabeth, elle, était l'enfant qui se faisait le plus battre de toute la famille, car même s'ils s'en prenaient tous plus ou moins tous plein la gueule, et bien malheureusement, c'est vraiment elle qui prenait le plus, sûrement car en fait, il avait des vues sur sa propre fille. Pendant ce temps, lui, Joseph, était toujours autant attiré par ses délires entre guillemets pervers, et il fréquentait beaucoup de prostituées ainsi que des maisons closes. Il avait des fantasmes qui n'étaient pas les plus communs, il adorait la violence, des femmes qui faisaient semblant d'être mortes, il aimait les jeux de domination, autant se faire dominer que dominer d'autres personnes, et pas mal de prostituées avaient fait des témoignages sur cette personne en disant que c'était l'un des pires clients qu'elles avaient pu avoir. Faut savoir que pendant la captivité d'Elisabeth, dont on va revenir juste après, Joseph, lui, partait faire des voyages en Thaïlande parce que la prostitution infantile est très répandue là-bas et surtout à cette époque, donc il y allait malgré le fait qu'il avait déjà sa fille en bas dans une sorte de donjon et qu'il la violait tous les jours, mais on va y revenir après. On va revenir au cours de l'histoire et en janvier 1983, Elisabeth va commettre sa première fugue. Elle aura 16 ans à ce moment et elle va partir pendant 3 semaines à Vienne. Elle a fugué car elle avait raconté à une de ses amies l'enfer qu'elle vivait avec son père, donc le fait qu'il la battait et tout ce qui pouvait se passer à la maison. Et son amie lui a dit, ben viens, on part, juste on part, des adolescents quoi, on fugue. Sauf que son père a évidemment appelé la police autrichienne et ils les ont retrouvés les deux assez rapidement. Joseph Fritzl avait compris que sa fille Elisabeth avait un petit ami et cette relation était évidemment cachée parce que pas du tout bien vue à cette époque et surtout pas par son père. Et donc, par la même occasion, il avait aussi compris qu'elle comptait partir prochainement. Et c'est à ce moment-là que son plan va se mettre à exécution étant donné qu'il va
user d'un stratagème pour attirer Elisabeth dans la cave. En fait, il va lui demander de l'aider à déplacer un truc qui est assez lourd, et étant donné qu'il est un peu vieux et que Elisabeth est plus jeune, il va dire oui, j'ai mal, tu peux m'aider, nanana, et du coup il va l'emmener dans la cave malgré elle. On est le 28 août 1984 et Elisabeth se retrouve droguée par son père. Il lui a mis un chiffon avec de l'éther, quelque chose qui est classique dans ce genre de situation malheureusement, et donc elle va se retrouver endormie et droguée afin d'être totalement déposée et seule dans cette cave. Évidemment, Joseph va menotter Elisabeth pour être sûr que quand elle se réveille, elle ne puisse pas s'enfuir ou taper partout ou que sais-je, et il va une fois de plus la violer, la laisser dans la cave, et le lendemain, il va aller à la police d'Autriche pour déclarer la disparition de sa fille. Évidemment, la police va commencer à la chercher partout, ils vont faire des appels à témoins, etc. etc. Mais un mois plus tard, son enfermement, Joseph va forcer Elisabeth à écrire une lettre de sa main où elle demandera à la police d'arrêter de la chercher. Pendant ce temps, ce n'est que le début, croyez-moi, mais Elisabeth est menottée à la cave, elle est menottée à une sorte de poteau. Son père va lui rendre visite pour la violer, il lui donnera des restes de nourriture et ça va être que le début de son calvaire. Il la viole à répétition tous les jours et voire même des fois plusieurs fois par jour. Elisabeth, lors de sa captivité, va écrire plusieurs lettres au final à sa famille, donc comme dit la première, où elle expliquera en réalité qu'elle était partie en fait dans une secte et que c'est pour ceci qu'elle voulait pas qu'on continue de la chercher, que c'était son choix délibéré, et donc sa pauvre mère a cru pendant 24 ans que sa fille était partie dans une secte en abandonnant sa famille. Et on le reprécise, mais c'était son père donc qui forçait Elisabeth à écrire les lettres elle-même, comme ça s'il y avait des recherches par l'écriture, il voyait bien que c'était elle, parce que d'ailleurs en montrant la première lettre, au policier, il avait également pris des anciens journaux intimes d'Elisabeth afin de confirmer les deux écritures. Afin qu'Elisabeth ne cherche pas du tout à s'enfuir, son père, les rares fois où elle a essayé, la battait, et une fois il l'a battue tellement fort que du coup ça l'a calmée. Et ensuite, il lui a également fait croire que si un jour elle tentait d'ouvrir une des portes, il y aurait du gaz qui s'échapperait, ce qui ferait qu'elle mourrait. Christine, l'une des sœurs cadettes de Rosemary, donc la femme de Joseph, a déclaré « Il descendait tous les matins à 7 heures dans la cave, soi-disant pour y concevoir des plans de machines qu'il vendait à des entreprises. Souvent, il y passait aussi la nuit entière, Rosemary n'avait même pas le droit de lui apporter un café. » Elisabeth, lors de sa captivité, va être beaucoup de fois enceinte, 7 fois au total, dont une fausse couche, donc la première fois elle a été enceinte, et un enfant qui a été mort. Et à noter que tous ces accouchements se sont passés seuls, elle n'avait aucune assistance, aucune aide, même Joseph ne l'a jamais aidée pour ses accouchements. En 1986, Elisabeth va faire une fausse couche après 10 semaines de grossesse et cette fausse couche va la conduire dans une sévère dépression au point où elle aurait même eu envie de mourir. Le 30 août 1988, Elisabeth va donner naissance à sa première fille, Kerstin. Et anecdote, Kerstin va rester en bas dans la cave jusqu'en 2008. Le 1er février 1990, elle va donner naissance à son premier fils, Stéphane, qui lui aussi va rester dans la cave jusqu'en 2008. Le 28 août 1992, elle va donner naissance à sa deuxième fille, Lisa, et quelques mois plus tard, en mai 1993, lorsque Lisa aura 9 mois, Joseph va descendre la prendre et ils vont la déposer devant la porte de la maison avec une lettre qui a été prétendument écrite par Elisabeth. Donc en fait, il forçait sa fille à écrire des lettres, vous allez comprendre après parce qu'il y aura d'autres enfants avec cette histoire, pour que ça soit comme si elle était partie et qu'elle envoyait les enfants en mode je peux pas m'en occuper, pouvez-vous vous en occuper vous s'il vous plaît. Et donc Joseph et Rosemary vont évidemment adopter Lisa parce que Rosemary sera contente d'avoir des nouvelles de sa fille même si c'est juste par l'intermédiaire d'un enfant. Le 26 février 1994, Elisabeth va donner naissance à une nouvelle fille, Monica, et quelques mois plus tard, le 15 décembre 1994, Joseph va descendre prendre l'enfant et il va faire semblant de l'avoir rencontré à l'extérieur avec une nouvelle lettre et lui et Rosemary vont donc encore une fois l'adopter. Le 28 avril 1996, cette fois-ci Elisabeth va donner naissance à 2 bébés, ce sont des jumeaux, Alexandre et Michael. Alexandre, un des 2 jumeaux, sera lui aussi adopté par Joseph et Rosemary. Et Michael, le deuxième jumeau, lui va mourir au bout de 3 jours et il sera incinéré dans une chaudière par Joseph, tout est normal. Et le dernier enfant d'Elisabeth va naître le 16 décembre 2002, il s'agit de Félix, qui lui aussi va rester comme les 2 premiers dans la cave jusqu'en 2008, et comme je l'ai dit, ça sera son dernier enfant. Sur les 6 enfants vivants d'Elisabeth qu'elle a eu avec son père Joseph, 3 seulement ont pu vivre une vie relativement normale en vivant chez les grands-parents,
et 3 autres ont vécu donc l'enfer enfermés dans une cave et en se faisant également battre par Joseph. Selon certaines sources, Joseph aurait choisi les enfants qui étaient les moins pleurnichards à ramener à la maison pour que ça soit les moins encombrants. Cela dit, je pense que c'est surtout parce qu'il commençait à avoir vraiment trop de monde dans cette cave et que fallait bien s'en débarrasser de quelques-uns. La manœuvre des lettres faite par Elisabeth a été un bon moyen pour obtenir la garde des enfants très facilement. Au fil des années, Elisabeth, sans l'aide de son père, qui lui a refusé d'aménager la cave comme elle l'avait demandé, a dû agrandir toute seule la cave parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants puissent assister à ses viols. Donc elle a décidé en plusieurs années de se faire une autre pièce. Je ne sais pas comment elle a fait, sûrement en creusant, peut-être que son père lui a donné du matériel, je l'espère en tout cas. Et elle a pu se faire une autre petite pièce à part où son père du coup pouvait commettre ses viols à l'abri des regards de ses enfants. Donc à la fin, cette cave qui faisait de base 40 mètres carrés en faisait 60 avec 3 chambres à coucher, une kitchenette, une salle de bain, un WC ainsi qu'une télévision. La cave était gardée par une grande porte en béton armé ainsi qu'un code que seul Joseph connaissait. Au fil de sa détention, Elisabeth Fritzl va écrire des journaux intimes, certainement pour se vider la tête et essayer de se confier à quelque chose si ce n'est pas quelqu'un. Et Joseph en connaissait l'existence, il avait même dit au procureur, elle cachait ses écrits mais je les dénichais toujours. Dans son journal, elle notait absolument tout, ses conditions de vie qui étaient misérables, le fait qu'il y avait des rats qui infestaient la cave, son manque de nourriture, et vraiment tout ce qu'elle a traversé. Elle revient d'ailleurs dans ses écrits sur la mort de Michael, donc le jumeau qui est décédé, en expliquant qu'il suffoquait car il manquait d'air, qu'il a fini par devenir bleu et qu'il est mort dans ses bras. Dans ses écrits, elle notera à chaque fois que Joseph frappe ses enfants, et d'ailleurs elle mettra aussi la cruauté de Joseph lorsque généralement en plein été il descend à la cave et va montrer des photos d'enfants qui jouent dans l'herbe, à l'air libre, sous ce soleil, pendant que eux sont tous enfermés dans la cave et qu'ils manquent d'air, car d'une part c'était mal isolé, et d'une autre, ils étaient plusieurs dans ce petit espace, donc il manquait vraiment d'air, et c'était insupportable. D'autant plus que, pour rappel, ces enfants à elle n'ont encore pour le moment jamais vu la lumière du jour. La maison des Fritzl, donc tout ce qui se passait au-dessus de la cave, il faut savoir que c'était leur lieu de vie, mais également il y avait des appartements qu'ils louaient à d'autres personnes. Et Sepp Leitner, qui est un ancien locataire de cette maison, avait un appartement où il a vécu pendant 4 ans. C'était un appartement de 30 mètres carrés qui était au rez-de-chaussée de la maison, donc juste au-dessus de la cave. Ce locataire va faire quelques interviews avec des journaux télévisés, donc le quotidien autrichien si vous voulez, et dedans il dira qu'il ne comprenait pas pourquoi les factures d'électricité étaient aussi exorbitantes, même si à ce jour il a totalement compris les raisons. Pour vous donner une fourchette, il payait environ 5000 shillings, soit 400 € par trimestre, alors que ce locataire était tout le temps en déplacement, donc il n'avait pas du tout de raison de payer tout ça. Et il avait même vérifié le compteur électrique qui lui continuait de tourner, évidemment parce qu'il y avait beaucoup de vie en dessous de ses pieds, et il continuait de tourner même s'il n'était pas là. Évidemment, il refusait de payer un montant aussi élevé puisqu'il n'était pas responsable de ceci et il avait donc eu beaucoup d'altercations avec Joseph. Et d'ailleurs, Joseph lui reprochait même d'avoir un chien puisque ceci était interdit par les clauses du bail. Et ce locataire dira d'ailleurs: un soir en 1994, je suis rentré d'un chantier et je ne pouvais pas entrer dans mon appartement. Le propriétaire, donc Joseph, en avait fait changer la serrure, j'en ai eu assez et j'ai appelé la police. Et suite à ça, il a donc décidé de déménager. Et pour revenir à son chien, donc Sam, qui est un labrador croisé husky et berger allemand, il avait un comportement très étrange quand il vivait dans cet appartement. Et donc le locataire dira: on se demandait toujours pourquoi il aboyait en passant devant l'entrée de la cave de l'immeuble, mais on croyait qu'il se réjouissait simplement de sortir. Ce chien d'ailleurs grognait à chaque fois qu'il voyait Joseph et dès qu'il passait derrière la porte de la cave, il était tout le temps en train de renifler. Donc on sait tous que ce chien se doutait évidemment de ce qui se passait, parce qu'ils ont un odorat bien plus développé ainsi que l'audition, donc il devait très bien comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient dans cette cave. Malheureusement, personne n'a fait de recherche plus approfondie. Ils ont, comme dit, ils ont pas forcément cherché ce qu'il y avait derrière, donc on n'a pas pu libérer cette jeune femme avec ses enfants qui étaient enfermés dans cette cave.
Le 19 avril 2008, Kerstin va tomber gravement malade. Elle avait en fait attrapé une grippe et pour ceux qui ont un peu oublié parce que énormément de détails, Kerstin est la fille aînée d'Elisabeth née dans la cave qui a à ce moment en 2008 déjà 19 ans. Elisabeth évidemment suppliait son père Joseph de l'emmener à l'hôpital, même juste d'emmener que Kerstin avec lui, enfin de trouver une solution pour l'aider, et lui refusait jusqu'au moment où Kerstin est tombée, elle a fait un malaise, et là il n'a pas eu le choix de l'emmener aux urgences. Sauf que l'état de Kerstin était vraiment critique et le médecin avait besoin de connaître la mère biologique de Kerstin afin de savoir ce qui s'était passé juste avant, ils avaient besoin d'un contexte. Joseph lui a dit qu'il ne connaissait pas sa mère et qu'il ne savait pas où la trouver et ils ont donc lancé un appel à témoins qui n'a rien donné. Le 26 avril 2008, les médecins vont lancer un avis de recherche via la télévision car l'état de Kerstin est en danger, il est vraiment critique, elle a 2 doigts de mourir. Docteur, pouvez-vous nous dire comment va votre patiente ce soir? L'état de notre patiente n'a pas changé. Elle va toujours très mal. Son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en soins intensifs. Je souhaiterais vivement que sa mère entre en contact avec nous. Nous pouvons lui garantir l'anonymat pour arriver à faire un diagnostic. Et c'est à ce moment-là que Elisabeth va voir à la télé ce qu'il se passe et qu'elle va supplier son père de la laisser se rendre à l'hôpital. Parce que pour rappel, il y avait une télévision dans la cave au moins. Elisabeth, bien que très maigre et très fragile, va réussir à se rebeller contre son père et à vraiment l'obliger, entre guillemets, à l'amener à l'hôpital, ce que Joseph va être contraint de faire. Joseph va donc faire sortir Elisabeth, Stéphane et Félix de la cave et dira à Rosemary que Elisabeth est revenue après 24 ans d'absence. Elisabeth Fritzl n'avait donc jamais revu la lumière du jour depuis 24 ans et ses enfants, les 3 qui étaient dans la cave, eux ne l'avaient jamais vue du tout. Elle va évidemment raconter toute son histoire à des médecins et la police sera avertie le jour même à 20 h, donc la police d'Amstetten. Joseph Fritzl, une fois convoqué, va immédiatement reconnaître tous les faits et tous les chefs d'accusation qui sont contre lui. Le 30 avril 2018, toute la ville d'Amstetten va organiser une veillée au flambeau. Et le 8 juin 2008, l'hôpital d'Amstetten va annoncer que la petite Kerstin est sortie de son coma. Et à leur libération, les 3 enfants ainsi que la mère ont été mis dans une zone protégée d'un hôpital psychiatrique, je pense le temps de retrouver une vie normale, de se faire soigner, traiter par des professionnels. Cependant, leur état psychologique semblait assez satisfaisant, donc je sais pas comment elle a fait, mais je pense qu'elle a bien dû gérer l'éducation des enfants dans cette cave pour pas qu'il y ait tant de problèmes que ça. Seule Rosemary, qui avait 69 ans au moment de la libération, était dans un état psychologique totalement effroyable, étant donné que elle venait de se rendre compte que son mari avait fait tout ça, que sa fille était juste en dessous d'elle en fait, donc c'est elle qui a eu le plus besoin de soins psychologiques. Pour vous faire un petit décompte de Elisabeth, elle est sortie de la cave à 42 ans et elle y est restée 8642 jours. Et à leur libération, le petit Félix, qui avait lui seulement 6 ans, a dit un truc qui était trop mignon, étant donné qu'il a dit qu'il pourra enfin monter dans une vraie voiture, étant donné qu'il en avait vu qu'à la télé quand il était en bas. Le procès a donc commencé le 16 mars 2009 et il n'a duré seulement que 4 jours. Donc pour dire à quel point l'unanimité a été faite pour que Joseph soit vraiment condamné. Pour rappel, il a été arrêté donc le 26 avril pour viol, menaces, inceste et séquestration. Il avoue tout et décide de plaider coupable et normalement il est censé encourir pour 15 ans de prison. Relève de l'horreur et que Joseph lui ne fait que démentir. Car dans les 6 grossesses, rappelez-vous qu'au total il y a eu 7 enfants puisqu'il y a eu des jumeaux dont un qui est mort. Le gros débat était de savoir si le petit Michael est mort à la naissance, donc mort-né, ou s'il est mort quelque temps plus tard. Et selon des sources, dont le journal d'Elisabeth qui a été lu un peu plus tôt de la vidéo, ce petit avait des problèmes respiratoires et c'est ce qui a causé sa mort malheureusement. Et Joseph, lui, avait refusé de l'amener à l'hôpital. De son côté, lui, il avoue effectivement d'avoir brûlé le corps du petit dans la chaudière de l'immeuble, mais fait que d'insister sur le fait qu'il est mort-né. Et ce chef d'accusation pour homicide volontaire est le plus grave de tous les chefs d'accusation qu'il a sur son dos, et c'est celui qui pourrait permettre une condamnation à perpétuité. Et victoire, le 19 mars 2009, Joseph Fritzl est condamné à la prison à vie.
Selon Joseph Fritzl, ces troubles lui viendraient de son enfance et de tout ce qu'il a subi lorsqu'il était petit. Il a même déclaré « Je suis né pour violer et je me suis retenu bien longtemps ». Il est actuellement toujours en prison et il faut savoir qu'au début, quand il était en prison, il sortait même pas de sa cellule parce que tout le monde voulait sa peau, parce que tout ce qu'il a fait et les autres détenus étaient au courant. Et d'ailleurs, tout le monde l'appelait Satan, mais on ne sait pas si à ce jour, c'est toujours d'actualité. Quant à Rosemary, qui était une épouse très naïve, elle a finalement divorcé de Joseph car elle était totalement choquée de tout ce qui s'est passé et elle ne s'y était pas doutée une seule seconde. Toute la famille Fritzl du côté d'Elisabeth, les enfants, etc., eux ont tous changé de nom, ils sont à l'abri des regards et des médias. D'ailleurs, petite anecdote, mais vu que les enfants d'Elisabeth n'avaient jamais vu la lumière du jour, en sortant de la cave, ils étaient obligés de porter des lunettes de soleil, mais vraiment très noires, afin que les rayons UV ne les blessent pas, parce que oui, c'est dangereux. D'ailleurs, ils devaient mettre de la crème solaire tout le temps, tous les jours, pour se protéger des UV. On n'a évidemment pas d'autres informations à leur sujet, car comme je viens de le dire, ils sont protégés des médias, ils ont certainement un nouveau nom, ils sont peut-être même plus en Autriche, mais quoi qu'il en soit, on espère que toute cette famille va bien, il y a forcément des séquelles, mais on espère qu'ils essayent d'en guérir. Et voilà donc pour l'histoire de Joseph Fritzl. On espère que celle-ci vous a plu, malgré le fait qu'elle soit assez spéciale et glauque et vraiment pas cool pour Elisabeth et ses enfants. On a essayé de mettre le plus de détails possible étant donné que dans la vidéo de Ted Bundy c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les commentaires, que c'était une affaire qui était déjà beaucoup vue, mais que nous on avait des détails que les autres n'avaient pas dit, donc on a essayé de faire pareil pour celle-ci. D'ailleurs si vous n'avez pas vu Ted Bundy, dans le petit i. Et si vous désirez un petit peu plus d'informations qu'on n'a pas pu dire, n'hésitez pas à aller voir les sources qu'on a citées dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, que vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de la liker et de la commenter pour le référencement, et de vous abonner juste en dessous si c'est pas fait, vous pouvez aussi la partager et nous retrouver sur Twitter. C'était Murders Explained et à mercredi.